Bonjour à tous et bienvenue à vous dans On se dit tout. Tout le monde parle de cette fameuse confiance en soi, l'un des piliers du développement personnel et du bien-être émotionnel. Mais honnêtement, est-ce que nous savons véritablement ce que c'est? Cette confiance en soi est-elle inébranlable en toute épreuve? Et la remise en question dans tout ça? Eh bien, on vous dit tout dans un petit moment. Ensuite, notre interview santé portera sur l'hépatite C avec la gastro Salah Oudrélé. Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. Confiance, image, amour de soi, un joli mélange. Nous en parlons tout de suite avec nos spécialistes. Mona Srli, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Également. Vous êtes coach certifiée formatrice en soft skills. C'est Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'On se dit tout. Mesdames, d'abord, pourquoi cet engouement pour cette expression de confiance en soi? Tout le monde en parle et vous, les coachs en particulier, vous en parlez beaucoup, Mona Srli. Pourquoi? Effectivement, déjà, je vous remercie déjà du choix du thème parce qu'effectivement, en clientèle, il y a beaucoup de demandes en termes de confiance en soi. Pourquoi? C'est-à-dire que ce soit par exemple au niveau professionnel, quand vous avez un chef d'équipe qui a une équipe de 7 personnes à gérer, il a besoin d'avoir une confiance en lui pour pouvoir gérer donc cette équipe-là en termes d'attitude, en termes d'aptitude, mais également en termes de retour sur investissement. C'est ce qu'on lui demande. Ce qui est aussi important, c'est que cet engouement vers la confiance en soi est né parce que parfois, justement, il y a un manque de confiance en soi qui fait qu'on est pénalisé, que ce soit pour sa vie personnelle, donc on a du mal à trouver chaussure à son pied, on n'arrive pas à s'entendre avec son conjoint, on n'arrive pas à s'entendre avec un futur, donc avec un amoureux, fonder justement une vie de couple, et puis également une vie sociale qui peut être altérée par ce manque de confiance en soi. Il peut y avoir aussi de l'angoisse qui va se créer, et donc limiter un peu les interactions sociales, et donc freiner la personne dans son bien-être, mais également dans son développement. Ok, mais la confiance en soi, Camélia Zakaria, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est ça? Non, ce sont deux concepts complètement différents. J'aimerais juste rebondir aussi par rapport à cet engouement que, oui, effectivement, on le remarque dans les émissions télé, on les remarque dans les librairies, de plus en plus de recettes miracles et magiques, justement, pour avoir plus confiance en soi. Et on verra que ce n'est pas aussi simple que ça peut le paraître. Mais aujourd'hui, il y a un engouement parce qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste où on ne peut compter que sur soi. On a des difficultés, justement, pour pouvoir évoluer, il faut se démarquer. Deuxième chose, ce que je remarque aussi, c'est qu'on est dans une quête de performance et on va demander à chaque fois à l'individu de décupler ses capacités et ses performances pour pouvoir encore une fois se démarquer des autres. Et in fine, je pense que c'est par rapport à notre mode de vie contemporain en ce moment, c'est que l'être humain a envie de se réaliser autrement que ce qu'il faisait avant. Avant, c'était un travail, un boulot plutôt classique, métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de travailler que pour payer ses charges, mais travailler à se réaliser soi-même et à faire autre chose. Donc, avoir confiance en soi, aujourd'hui, est vendu comme une recette miracle et magique, comme étant un gage de réussite future par rapport à toutes les réalisations qu'on voudrait faire ou accomplir dans notre sphère privée ou professionnelle. C'est exactement, c'est le gage de la réussite. Tout à fait. Avoir confiance en soi. Tu n'as pas assez confiance en soi. Et donc, c'est quelque chose qu'on va entendre dès le plus jeune âge, aussi bien dans les cours de récré, dans les écoles, mais aussi on va entendre en entreprise. Tout à fait. Alors, là encore, est-ce qu'on vient vous voir pour ça? Est-ce que vos clients vous disent « je viens vous voir parce que j'ai besoin d'acquérir plus de confiance en moi. Ça me manque, je sais que je manque de confiance en moi, aidez-moi ». Justement, c'est-à-dire que, par exemple, le client, une jeune dame, par exemple, qui vient, qui a travaillé, par exemple, pendant 15 ans dans une multinationale, dans une entreprise, et qui n'arrive pas à avancer, donc elle vient parce qu'elle considère qu'elle n'est pas suffisamment reconnue. Elle considère que, finalement, le salaire qu'elle a actuellement n'a pas bougé en 5 ans. Et donc, quand on arrive, en fait, à asseoir l'état présent, on se rend compte que, quelque part, le bas qui blesse, c'est la confiance en elle-même. Donc c'est pour ça que c'est très important que la demande parfois n'est pas formulée en termes de confiance en soi. Mais alors pour ce point en particulier, un salaire qui ne bouge pas depuis 5 ans, est-ce que c'est normal ou pas? Justement, c'est-à-dire que déjà que la personne arrive à conscientiser que d'abord ce n'est pas normal,
Ça peut être la stratégie de la boîte aussi. Ça peut être aussi la stratégie de la boîte, mais ça peut aussi être dû à un manque de confiance en cette personne qui ne va pas venir affirmer ce qu'elle pense, affirmer ce qu'elle sait faire et être reconnue en termes de compétences. Voilà, et avoir aussi, disons, une altération de son image par rapport à elle-même. Donc, imaginez une personne qui a une confiance en elle-même, effectivement, elle pourra se défendre, mais défendre aussi les autres. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que, au niveau donc, de son bien-être au quotidien, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une gêne et qui fait qu'on reçoit ces personnes-là, pas forcément initialement pour un problème de confiance en eux-mêmes, mais pour un malaise social, un malaise en couple, un malaise au niveau de l'entreprise, un malaise dans la vie sociale en général. Alors cette notion de confiance en soi, elle est intimement liée à l'image que nous avons de nous-mêmes et à notre amour que nous avons envers nous-mêmes, notre amour de nous-mêmes. Alors, tout ça, est-ce que c'est de la même manière que vous, les spécialistes, vous dites aux parents d'avoir un amour inconditionnel pour vos enfants, quelle que soit leur réalisation, quel que soit leur échec? Est-ce que c'est la même chose que cet amour que nous pouvons avoir envers nous-mêmes et cette confiance en nous-mêmes et cette image de soi toujours positive? Est-ce que ça doit être inconditionnel également? Est-ce que c'est possible que ce soit inconditionnel? Écoutez, eh bien, on s'aime, on s'apprécie et on a de la confiance en fonction de ses réalisations. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. À partir du moment où j'ai des réalisations qui sont valorisées par les autres, je m'apprécie et je m'aime davantage. Alors qu'en principe, le chemin devrait être un peu inverse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, de manière beaucoup plus générale, est une dimension importante qui me permet de m'insérer dans le monde et de mieux être en communauté. Dans le sens où la confiance en soi fait partie du triptyque de l'estime de soi. D'ailleurs, on dit « je me sens en confiance ». Je me sens en confiance par rapport à telle réalisation. Je pense que je pourrais faire telle action ou telle action. Donc la confiance en soi est liée à nos compétences. Alors que l'estime de soi, justement, va venir éveiller d'autres choses. Je ne peux pas avoir confiance en moi si je ne m'aime pas. C'est très difficile d'avoir confiance en moi si je n'ai pas une bonne image de moi-même. Donc la confiance en soi, c'est vraiment un produit fini qui va rentrer dans ce triptyque de l'estime de soi où on est censé se retrouver l'amour de soi en premier, parce que si je ne m'aime pas, si je ne me valorise pas, si je n'ai pas la certitude intrinsèque et profonde que j'ai des valeurs internes, je ne pourrai pas avoir une bonne image de moi. Si je n'ai pas une bonne image de moi, je ne pourrai pas faire valoir justement ces qualités profondes auxquelles je crois, et donc je ne pourrai pas, dans mon comportement, avoir confiance en moi. Donc la confiance, c'est un comportement qui est visible, alors que l'estime et l'amour et l'image, justement, en sont les fondations, et ils sont justement invisibles, ils sont internes, et c'est à nous de les nourrir. Quand vous dites ils sont visibles, c'est-à-dire je les incarne, c'est dans mon attitude? Tout à fait, dans mon attitude, dans ma posture, dans mes actions, dans mon affirmation par rapport à ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est comme ça que justement la confiance en soi peut être visible. Par contre, une personne qui va manquer de confiance en elle-même, très souvent en thérapie, et je pense que même en clientèle, Mona peut le confirmer, très souvent on se retrouve avec des images qui sont assez écornées, des images de soi, mais aussi un amour par rapport à soi qui n'est pas inconditionnel. On est constamment dans le doute, et encore une fois, même les milieux professionnels et aussi d'autres milieux, sphères privées, peuvent renforcer ce doute qu'on a de soi, cette quête de performance, cette quête d'excellence, etc., font que justement cette confiance en nous-mêmes peut être ébranlée à la moindre marée. Mais encore une fois, l'assise serait d'avoir eu la bonne charpente, on verra comment, les bonnes fondations qui font que, en termes de comportement visible, la confiance en soi peut paraître. Les bonnes fondations, comme vous l'avez dit, et ça c'est vraiment la double casquette de cette émission, c'est très bien. Sauvons ce qui a sauvé pour les adultes d'aujourd'hui et structurons les plus jeunes pour avoir les vraies bonnes fondations. Je vais oser vous poser cette question pour nous adultes, est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'est toujours rattrapable ou on va dire on ne va que colmater les dégâts? En toute honnêteté. En tout cas, Confucius a dit une chose, en fait il a dit on a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a une seule. Donc finalement, un adulte, il est acteur de sa vie, quel que soit le vécu. Vous savez, un enfant, dès qu'il commence à parler, il ne parle pas forcément. Tout d'abord, il va rire, donc pour communiquer. Donc c'est vraiment la première expression. Il va exprimer ses sentiments, il va exprimer ses émotions. Il a besoin donc de ses parents. Donc quand il est écouté, c'est vrai que ça va builder en fait cette confiance en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'adolescence, c'est quelque chose qui va rester.
Peut-être que quand il y a une fragilité, il y a parfois aussi, par exemple, un harcèlement. Il y a de la maltraitance qui fait qu'à un moment, cette confiance en soi, en fait, elle va faillir. Mais comme je disais, on est acteur de sa vie. Quel que soit le vécu, c'est sûr que tout le monde... Mais on n'est pas rattrapé par ces vieux démons, entre guillemets. Oui, justement. Mais c'est pour ça que la confiance en soi, quelle qu'elle soit, elle est en fonction du travail qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte finalement que... Parce que de reconnaître. Voilà, il n'y a de parfait que Dieu. Donc, on a cette confiance en soi. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a réalisées tous, qui ont été super bien réalisées, et puis d'autres, finalement, qui n'ont pas si bien marché, mais ce n'est pas grave. Parce qu'au final, en fait, les grands hommes d'affaires ont dit une chose, ils ont dit, en fait, soit j'avance, soit j'apprends. Donc finalement, même les choses qui n'ont pas si bien marché, c'est ce qui a permis en fait de bâtir cette expérience et de mieux fonctionner dans la vie. Alors l'étape numéro 1, ça serait quoi? D'abord, pour nous adultes, c'est d'abord de baisser la garde et se dire, c'est pas grave, voilà ma faiblesse, je peux le reconnaître, je peux reconnaître que j'ai un manque de confiance en moi. Repérer pourquoi aussi, parce que parfois ça peut être pour des compétences techniques et non pas des compétences douces. C'est important. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite démarrer le processus. Oui, faire un petit diagnostic avec soi déjà. Prendre l'occasion de se rencontrer avec soi-même avant justement de partir voir un thérapeute ou d'externaliser la démarche, mais de prendre justement du temps pour soi et de se dire, dans toutes mes expériences, est-ce qu'à chaque fois j'ai manqué de confiance en moi-même? Encore une fois, la confiance est liée à nos compétences, à nos capacités d'action. Donc, manquer de confiance... Quand tu dis compétences, Camélia, c'est compétences techniques? Nos capacités d'action, agir sur le monde qui nous entoure. Je peux ne pas avoir confiance en moi dans un entretien téléphonique. Je peux ne pas avoir confiance avec mon conjoint ou avec une personne que je viens de rencontrer, comme je peux ne pas avoir confiance lors d'un entretien d'évaluation annuel. Donc, encore une fois, c'est mes capacités d'agir, mes capacités de faire face à l'adversité. Parce qu'encore une fois, pour le cerveau, on est dans une situation de danger. C'est pour ça, justement, qu'il a besoin de puiser dans les ressources internes pour qu'on ait confiance en nous-mêmes dans telle ou telle action. Donc, prendre l'occasion avec soi et de se dire, est-ce que je manque de confiance dans telle situation ou c'est généralisé? Si c'est généralisé par rapport, par exemple, à un monde professionnel et à chaque fois, je ne suis pas considérée, j'estime justement que mon salaire, encore une fois, n'a pas bougé, que je ne vaux pas grand-chose, est-ce que ça vient justement de moi? Est-ce que c'est mon rapport avec moi, ou c'est mon rapport avec les autres, ou c'est mon rapport avec le monde? On va voir encore une fois que par ricochet, les trois sphères vont être touchées. Si, encore une fois, déjà mon rapport avec moi est biaisé. Donc la première démarche, c'est faire le chemin analytique, un peu d'archéologie avec soi-même, essayer de comprendre ce qui se passe. Et si justement on a des difficultés on a la capacité de le faire? Mais bien sûr, déjà ne serait-ce que pour conscientiser que j'ai un problème. Est-ce qu'on est tous capables de faire tomber les barrières et de voir qui nous sommes véritablement? Au fond, en tant que psychologue. Tout le monde n'est pas outillé pour. Tout le monde n'est pas outillé pour. Mais à un moment, justement, quand on a ce sentiment d'inachevé, ou ce sentiment de mal-être, et qu'on se dit, non, il y a quelque chose qui cloche, et on va essayer de voir dans notre vie privée, dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère amicale, donc on essaie justement de comprendre ce qui se passe. On ne va certainement pas le formuler en termes de confiance en soi, mais on sait qu'il y a un mal-être, d'où l'intérêt d'aller voir un thérapeute, si jamais on n'y arrive pas, un thérapeute ou un coach, pour nous aider dans ce chemin justement, de mieux-être. Mais oui, à partir du moment où l'on conscientise, la moitié du travail a déjà été faite. La moitié du travail. Exact. Alors, vous l'avez dit, on va voir soit un thérapeute, un coach, un spécialiste, un psychologue. Quelle serait la démarche du coach pour accompagner une personne qui vient vous voir pour un manque de confiance? Et on verra ensuite la démarche du psychologue, parce que vous avez des approches complètement différentes. Oui, tout à fait. Complémentaires, différentes. Moi, personnellement, je travaille beaucoup, en fait, main dans la main avec des spécialistes, parce que c'est important donc, de travailler justement en réseau pour pouvoir faire en sorte que, au final, cette personne aille mieux. Ce qui est sûr qu'en coaching, par exemple, pour un problème de confiance en soi, on va jouer donc avec, on va mettre en place en fait un process avec des étapes, mais qui vont être en fait, qui vont permettre justement à une personne qui manque de confiance en elle à acquérir justement cette confiance en elle, juste à partir du moment où elle prend conscience de ce qu'elle a pu faire de bien. Déjà lister ce qui a déjà été déjà fait de positif. Parce que parfois, cette prise de conscience, elle n'est pas là. Et donc, ne serait-ce que le fait que cette personne donc, prenne conscience que cette confiance en elle-même, en fait, c'est à elle de la développer.
et qu'elle puisse lister en fait ce qu'elle a déjà fait de bien, ça lui permet déjà d'avoir un autre regard sur elle. Et donc, en parallèle... En fait, vous l'aidez à se repositionner vis-à-vis d'elle-même. Tout à fait. Et justement, travailler aussi sur sa perception, sur son image. Donc, tout est lié. Tout à fait. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé confiance, image, amour de soi, un joli mélange. Effectivement. Parce que tout est lié, finalement. Tout est lié, absolument tout est lié. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la confiance en soi, donc, il y a un réel travail de fond qui permet justement à la personne donc, de reconnaître quelles sont ses compétences. Et de considérer aussi que les inachevés de sa vie font partie de la vie et que justement, au contraire, cela fait partie de son expérience et ce sont au contraire des points qui lui permettront de faire les choses différemment. Donc c'est vraiment partir gagnant. Mais en même temps, est-ce que quand on parle de confiance en soi, de développer ses compétences, ça peut aussi être des compétences techniques. Je manque de confiance en moi par rapport... J'ai été nommée manager. Et je manque de confiance en moi par rapport à ce poste-là. Parce que je sais, j'ai la lucidité vis-à-vis de moi-même de dire, voilà les compétences qui me manquent. J'ai telle et telle compétence qui ont fait que j'ai pu gravir les échelons, mais en même temps, voilà ce qui me manque. Est-ce que travailler sur ces compétences techniques, à travers des formations ou autres, c'est aussi une façon de développer la confiance en soi? Bien sûr, parce que justement, on est dans un process beaucoup plus expérientiel et aussi où on a un référentiel à côté. C'est-à-dire, il y a un coach qui a certainement l'expérience nécessaire pour justement mener à bien avec vous votre demande. Maintenant, encore une fois, nous, peut-être en tant que thérapeute, on va les recevoir quand cette démarche n'a pas donné de résultat. Il y a eu formation. Et c'est possible bien que sûr, ça ne donne pas de résultat? Il y a eu accompagnement. D'où l'intérêt de comprendre que la confiance en soi, ce n'est pas seulement des techniques, comme l'a dit Mouna, c'est beaucoup plus profond. Souvent, on est obligé de faire un peu d'archéologie, de faire un peu d'apnée, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait justement que si tout le monde vous a reconnu et vous a promu à ce poste en tant que manager, comment ça se fait que vous n'êtes pas en mesure de le voir, de voir ce qu'on a pu voir en vous et de voir ce qu'on a pu voir en vous, effectivement. Exact. Donc, encore une fois, la confiance en soi, on peut donner un éventail de techniques et des outils, tout à fait, tant sur le plan comportemental que sur le plan cognitif. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas travaillé l'amour de soi et l'image de soi, on ne pourra pas avoir des résultats probants sur le long terme par rapport à la confiance en soi. Ça sera un apprentissage, encore une fois, qu'on ne pourra pas généraliser. Ce sera un apprentissage lié à une formation, lié à un contexte X. Exact. Dans un autre contexte, la personne ne pourra pas généraliser cet apprentissage. Mais alors, dans ce cas-là, attaquons l'amour et l'image de soi, puisque c'est vraiment les fondations, les premiers paliers. Image de soi, amour de soi. Est-ce qu'on peut faire la nuance? Est-ce que c'est possible? Parce que même quand on parle, on utilise tous ces termes ensemble. Oui, on est incapable de les différencier. Est-ce qu'on peut les différencier grâce à vous aujourd'hui? Oui, bien entendu. L'amour de soi, de toutes les façons, on n'est pas obligé d'avoir un amour profond de soi, mais au moins de s'estimer, d'avoir de l'estime de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand il y a une réaction, que, par exemple, au niveau de l'entreprise, il y a une attitude qui n'a pas été acceptée, mais on ne va pas atteindre la personne. On va faire une remarque sur l'attitude, vous voyez, pour différencier de la personne. Et ça permet quoi? Ça permet en fait une acceptation et de pouvoir en fait fonctionner avec la personne parce qu'on n'a pas touché l'essentiel qui est son estime d'elle-même. Tout à fait. D'accord? Et ça, c'est vital. Donc, vous avez pour l'amour? Pardon? Par rapport à l'amour de soi et à l'image de soi? Oui, l'image de soi, il faut aussi travailler sur sa propre image de soi. Est-ce que déjà s'accepter tant que, comme on est, le parfait n'existe pas, il n'y a que Dieu qui soit parfait. Je veux dire, en dehors de ça, personne n'est parfait. Donc on a tous des forces, des faiblesses. Les forces, il faut les connaître. Les limites, il faut aussi les connaître et essayer de les dépasser. Intérieurement et extérieurement. Intérieurement et extérieurement, c'est vraiment important. Ce qui aide aussi, c'est le sport, il ne faut pas l'oublier. Le sport, en fait, d'abord, ça crée une production d'endorphines, qui sont quand même les hormones du bien-être et du bonheur. Donc c'est vraiment essentiel. Quand vous souriez, vous produisez aussi de la sérotonine, donc ça permet aussi de booster pour soi et pour les autres. Pour soi et pour les autres, effectivement, parce que vous savez qu'en tant qu'être humain, eh ben, on a une capacité émotionnelle d'échange. Ça veut dire toute, en fait, cette intelligence émotionnelle et ce qu'on ressent, bah, forcément, bah, ça apparaît. Et quand on travaille sur la confiance en soi, ça permet justement de s'exprimer et de développer aussi une autre compétence qui est l'empathie.
Donc d'être conscient aussi de ce que ressent l'autre et d'arriver à une synchronisation. Et c'est ça qui permet en fait une meilleure intelligence sociale, un échange, une meilleure harmonie dans la vie personnelle, professionnelle, familiale. Mais pourquoi c'est aussi simple pour certains? Et est-ce que ça l'est ou c'est juste une simplicité de façade, un ressenti de façade? Pourquoi ça a l'air d'être aussi simple pour certaines personnes, mais tellement compliqué pour d'autres, tellement à rebâtir surtout pour d'autres? Parce qu'encore une fois, si on veut parler de confiance en soi, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir eu un environnement aussi bien éducationnel, familial, amical, etc., qui a pu être un vecteur d'estime de soi pour que je puisse avoir confiance en moi-même. Ne pas oublier que l'estime de soi, c'est un regard jugement par rapport à nos propres capacités de pouvoir affronter, encore une fois, l'adversité, affronter le monde. C'est pour ça que je parlais de compétences techniques. Affronter le monde de manière générale. Donc si je n'ai pas eu un environnement familial, étant enfant, ou sportif, ou scolaire, etc., plutôt étayant pour que je puisse avoir confiance en moi-même, je ne peux pas m'aimer. Je ne peux pas m'apprécier. Si je ne m'apprécie pas, parce que justement j'ai été brimée très très souvent, ou pas assez écoutée, ou dévalorisée à répétition, je ne pourrai pas avoir une image positive de moi-même. Et si je n'ai pas encore une fois cette image positive, je ne peux pas prétendre avoir une confiance en moi. Donc pour ceux pour qui c'est facile, justement, ils ont eu un environnement familial ou autre qui a pu permettre cette confiance en eux-mêmes. Encore une fois, aussi bien à l'adolescence, à l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Parce qu'à partir du moment où on est dans une certaine expérience, où on prend le risque, justement, d'expérimenter ce que c'est que la confiance en soi. Certaines personnes ne prennent même pas le risque, justement, de parler à d'autres personnes, de faire un tour de pâté, de parler à leurs voisins. Des petites expériences, des mini-expériences, ils ne la font pas. Alors qu'on va retrouver chez d'autres personnes très, très jeunes, le grand-père qui va envoyer l'enfant chez l'épicier, qui va l'envoyer chez le boulanger, qui va l'envoyer chez le boucher. C'est autant d'interactions sociales qui font que l'enfant va pouvoir s'affirmer et avoir confiance en lui-même au fur et à mesure des différentes expériences qu'il va pouvoir vivre. Mais Camélia Zakaria, vous, en tant que psychologue clinicienne, de par votre pratique, en toute honnêteté, qu'est-ce que vous rencontrez le plus souvent? On va dire, quand ils viennent vous voir, c'est bien sûr quand il y a un problème, mais vous avez ce sens de l'observation d'une spécialiste et d'une société. Qu'est-ce qui est le plus récurrent? Des enfants qui ont été accompagnés dans ce sens positif pour développer la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi, enfin toutes ces choses-là louables et positives, ou au contraire, des adultes aujourd'hui ou des enfants qui sont plutôt en manque de cette construction-là? C'est beaucoup le deuxième cas de figure, beaucoup plus le deuxième cas de figure, parce qu'encore une fois, ce n'est pas... l'intention est bonne, aussi bien des parents que du corps professoral, etc. Mais la stratégie est mauvaise. Quand je dis à un enfant, tu es stupide, que tu ne peux pas y arriver, on peut avoir un parent, par exemple le cas d'un patient, dont le papa le challengeait à chaque fois au tennis, en lui disant, mais tu sais, je te battrai toujours, tu ne seras pas à la hauteur, etc. Et donc, par ricochet, le fait de se sentir dévalorisé ne touchait pas uniquement la sphère sportive, qui est censée être un loisir, elle touchait aussi la sphère, justement, du rendu scolaire, etc. Et même post-bac, il a toujours eu des difficultés, cet enfant. Enfin, je l'ai rencontré, ce jeune adulte, je l'ai rencontré à 22 ans. Donc, encore une fois, il y a des mots et certains ancrages qui peuvent impacter ma confiance en moi-même et qui sont en rapport avec des choses qu'on a vécues au niveau de notre enfance. C'est le plus fréquent. Ok. Alors, un manager, je reviens vers vous pour le côté, on va dire, entreprise, Mouna Strali. Est-ce qu'un manager peut repérer un membre de son équipe qui manque de confiance en soi? Est-ce qu'il a la possibilité? Est-ce qu'on peut l'outiller aujourd'hui? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui se passe, en fait, tout à l'heure, vous parliez de compétences techniques. Il n'y a pas seulement les compétences techniques. Vous avez une personne qui a tout à fait les compétences techniques pour pouvoir gérer un poste de manager qui lui a été attribué. Après, en tant que coach, on va accompagner avec les soft skills la capacité de pouvoir interagir avec l'équipe, interagir avec les autres, venir avec du leadership, essayer donc d'avoir une prise de conscience de ce qu'on est et de ce qu'on veut transmettre comme information ou communiquer à un groupe ou à une personne en fonction de ce que ces personnes sont. D'accord? Donc c'est pour ça que l'importance des soft skills, c'est essentiel, voilà, en plus des compétences techniques. Et d'ailleurs, en fait, le World Economic Forum a déterminé qu'en l'an 2020, donc il y a des soft skills que justement tout collaborateur devrait avoir pour être opérationnel. Donc ça va passer par la connaissance de soi, mais également l'empathie,
toutes les données d'intelligence émotionnelle, la prise de, par exemple, la confiance en soi. Et j'insiste aussi sur la confiance en soi parce que c'est une expression à travers des actes. Ce qui veut dire que c'est, quel que soit le vécu, c'est à travers des actes qu'on peut réellement renforcer cette confiance en soi. Quand on forme, par exemple, ou quand on coach des personnes à la prise de parole en public, c'est un élément de la confiance en soi. Oui. C'est-à-dire, traiter uniquement ce point, ça serait aussi un petit peu faillir à la mission de coaching, puisque ça s'intègre dans cette dimension de confiance en soi. Alors, la prise de parole en public, en fait, c'est un atelier. Par contre, une personne qui vient pour un problème de confiance en elle ou qui n'arrive pas à parler en public, ça sera différent. Donc, ça sera un coaching individuel. Et là, on va travailler en fait sur une problématique qui sera un objectif, qui sera un objectif déterminé dans le temps, mais qui est vraiment spécifique. Mais la prise de parole en public, oui. Au-delà des techniques, on va dire poser la voix, maîtriser son environnement, etc., oui. Ça peut, quand on a un problème par rapport à ça, ça peut aussi être, on va dire, le symptôme d'un manque de confiance en soi. Oui, bien sûr, tout à fait. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand on veut faire avancer quelqu'un qui a du mal à parler en public, on va travailler à travers en fait c'est-à-dire des simulations, voilà, des jeux de rôle qui fait qu'on met la personne, c'est-à-dire en situation réelle, et on lui dit voilà, donc tu vas faire une présentation, voilà, le débit, on va travailler aussi sur en fait le ton, on va travailler aussi sur la posture, on va travailler sur le contact visuel. Et toutes ces techniques-là font que cette personne-là, en prenant parole en groupe, elle aura beaucoup plus de confiance en elle. D'assurance. Mais c'est technique et ce n'est pas suffisant, comme disait tout à l'heure Camélia, pour pouvoir appliquer ces compétences techniques généralisées. Tout à fait. En tout cas, on revient pour la deuxième partie, on marque une courte pause et on revient sur le plateau d'On se dit tout. À tout de suite. Sur Médien TV, retour d'On se dit tout et retour de cette thématique confiance, image, amour de soi, un joli mélange, voire un joli cocktail. Nous en parlons avec deux spécialistes, Mona Srli, coach certifié, Camélia Zakaria, psychologue clinicienne. Mesdames, on va revenir sur cette thématique, mais on va aussi évoquer nos faiblesses. Parce que quand on parle de confiance en soi, vous l'avez dit en première partie, c'est avant tout se connaître, croire en son potentiel, croire en ses capacités, mais aussi reconnaître et identifier ses faiblesses. Qu'est-ce que nous faisons de nos faiblesses, Camélia Zakaria? Encore une fois, quand on se dirige vers un thérapeute ou un coach, le but de ce travail de développement personnel ou de cette levée d'inhibition, c'est de pouvoir lever les freins intrinsèques qui nous paralysent. Justement, à partir du moment où je peux épingler ces pensées limitantes, que je peux épingler encore une fois, toutes les choses qui m'empêchent d'avancer dans mon milieu professionnel ou dans mon milieu privé, c'est à ce moment-là que le travail peut commencer. Et souvent, on demande justement aux patients de le faire avec soi-même, de le faire tout seul, et non pas le faire avec un thérapeute, histoire de voir leur niveau de conscientisation et à quel point ils peuvent être engagés par la suite au niveau de la thérapie. On se met d'accord sur un objectif. L'objectif peut être justement la confiance en soi, alors que très souvent, la confiance peut être masquée. Je m'explique. Très souvent, encore une fois, on peut rencontrer des personnes qui sont angoissées. Ces personnes qui sont angoissées, justement, on se retrouve avec une problématique de confiance en soi. Parce que tant que je n'ai pas confiance en mes capacités, j'ai des difficultés à pouvoir anticiper l'avenir de manière sereine. Donc, on se retrouve avec des tachycardies à la moindre prise de parole. On se retrouve justement avec des sueurs, avec des fourmillements, avec des mal au ventre, aussi bien enfants, adolescents qu'adultes, je dis bien. Donc, on se retrouve avec des réponses émotionnelles et surtout physiques qui vont nous alerter qu'il y a quelque chose dans le corps qui est en train de se passer et qui n'est pas normal apparemment. Donc, on est dans une réalité qui est vécue ou qui est perçue de manière négative par le cerveau. Il ne faut pas oublier que toute situation de stress pour le cerveau, c'est pour ça qu'il va faire appel justement à notre confiance en nous, toute situation de stress, il va essayer d'y répondre de trois réponses, de trois manières. Il va soit essayer de combattre ce stress, soit essayer de fuir ce stress, et on va avoir une troisième réponse qui est communément utilisée par toutes les personnes qui sont angoissées. Alors aussi bien combattre ou fuir, ou la dernière, c'est ce qu'on appelle la paralysie, le cerveau va sécréter l'adrénaline. Donc l'adrénaline, le cœur va demander un apport en oxygène pour envoyer le sang aux muscles si jamais on a besoin d'affronter cet adversaire. Il ne faut pas oublier qu'aussi bien c'est le cerveau reptilien, l'homme préhistorique que l'homme contemporain, on réagit de la même manière face à une situation de stress ou face à une situation qui demande justement ou qui implique notre confiance en nous-mêmes. Donc on va sécréter de l'adrénaline. On va sécréter aussi du cortisol. Le cortisol, c'est un antidouleur. L'antidouleur dans le cas où on sera amené à se bagarrer, histoire de le maintenir en vie, parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, que la mission du cerveau, c'est de nous maintenir
envie. C'est pour ça qu'il nous donne la satiété, l'envie d'avoir la faim, le froid, etc., etc. Et donc, malheureusement, on va avoir un troisième cas de figure. Ce sont des gens qui vont ni combattre, ni fuir la difficulté, ni pouvoir s'affirmer, par exemple, en entreprise, ou s'affirmer par rapport à son conjoint, ni dire ce que je pense, ou bien avoir des fonctions d'évitement. Mais en tout cas, elles vont rester là, paralysées. Par rapport à leur vécu. Elles sont paralysées, mais les sécrétions hormonales sont toujours là. Vous allez avoir du cortisol qui continue justement. Conséquences sur l'organisme ? Exactement, conséquences sur l'organisme, des troubles articulatoires, on peut avoir aussi des migraines, on va avoir des troubles psychosomatiques, on a aussi du psoriasis aujourd'hui qui est considéré comme une maladie psychosomatique. En tout cas, on va avoir un apanage de troubles qui vont se manifester sur votre corps pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc les personnes qui sont angoissées, souvent on va se retrouver avec difficulté justement de confiance de soi, où il va y avoir évitement de toutes les formes de réaction, de toutes les situations d'expérience où je peux justement développer cette capacité ou cette confiance en moi-même. Il va y avoir un évitement et donc automatiquement il va y avoir une angoisse par rapport à ce futur qui pour moi sera toujours incertain. Ok. Mais alors justement, on enchaîne sur comment s'entraîner au quotidien, à travers le véhicule, à travers le quotidien, à travers des petits gestes simples, des rencontres simples. Comment cultiver cette confiance en soi ? Justement, le manque de confiance en soi, ça peut donc générer une anxiété. Cette anxiété fait qu'il y a cette peur, en fait, comment ça va se passer. Donc, c'est ça qui peut bloquer. Je pense que c'est aussi important, quand il y a un manque de confiance en soi et qu'on n'arrive pas, en fait, à dire les mots, de faire un geste avec la main. De faire un geste et de dire non. Déjà pour commencer. Donc ça, c'est important d'utiliser aussi son non-verbal pour exprimer ce qu'on n'a pas encore pu dire en mots. Parce on peut mettre ça en situation ? Oui, tout à fait. Justement, c'est pour ça que les ateliers, justement, en coaching, servent à ça. Ça permet, donc, quand il y a un objectif de confiance en soi, avec donc, tout un process qui est bien déterminé et qui est déterminé dans le temps, quand on arrive à faire ressortir en fait, les limites, cette personne-là n'arrive pas à exprimer. Souvent, en fait, elle est paralysée devant la peur, elle est paralysée donc, dans certaines situations sociales, et ce qui fait que cette personne-là ne s'exprime pas. Et quand elle ne s'exprime pas, les mots qu'elle ne dit pas se transforment, comme vous avez si bien dit, en mots MAUX. Ça veut dire des mots de dos, quand vous dites on dit non avec la main, oui, ça permet déjà de se concentrer. Est-ce qu'on peut donner un exemple de situation ? Par exemple, une agression. Une agression, quelqu'un, donc dans une relation, donc. C'est-à-dire de face à face, une agression qui va avoir lieu et c'est-à-dire la dame n'a pas exprimé qu'elle était contre, donc juste parce qu'elle était paralysée. Donc le fait déjà de faire un signe de la main, ça lui permet déjà de se concentrer et de pouvoir exprimer qu'elle n'est pas d'accord. Parce que souvent, quand on voit un peu tout ce qui se passe maintenant dans la presse, on s'est dit, finalement, ces personnes étaient consentantes. Mais c'est quand elles sont dans une phase comme ça où elles sont paralysées, elles n'ont pas exprimé qu'elles n'étaient pas d'accord. Et c'est pour ça que c'est une agression à part entière. Est-ce qu'on peut dépasser la paralysie du cerveau ? Oui, est-ce qu'on peut la dépasser ? Exactement. Donc, avec ces techniques que je développe justement au sein donc, du cabinet de coaching, donc c'est des techniques. Donc, on se met en situation et on travaille sur soi. On travaille donc déjà pour l'expression de soi. On travaille déjà à prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. On apprend aussi à dire non et on le dit clairement. Mais ça, on ne peut pas le faire seul. On a forcément besoin d'un accompagnement, soit coach, soit psy. C'est-à-dire, pour le coach, ce qui est sûr, c'est que quand il y a un engagement et il y a un contrat qui se fait avec le coaché, ça veut dire que lui-même conscientise la chose sur laquelle il veut travailler, il l'écrit. Et donc, il y a des étapes qui sont mises. Mais pour tous les téléspectateurs qui sont avec nous, pour tous nos téléspectateurs, toutes ces personnes qui sont concernées par ce sujet doivent absolument passer par un cabinet ou un autre ? Bien sûr que non, encore une fois. On en a parlé, je pense, en coulisses. Il y a le e-learning aujourd'hui et cette émission aussi qui est là avec 2 spécialistes pour essayer d'aborder ce sujet. Il ne faut pas oublier que c'est la multiplication de petites actions qui va faire augmenter le taux de la confiance en soi. Ce n'est pas une réalisation extraordinaire qui fera justement changer ou booster votre confiance en vous-même, mais plutôt la somme de toutes les petites actions. Par exemple, faire un appel inhabituel où vous voulez discuter de quelque chose avec votre mère. Sur une échelle de 0 à 10 par rapport aux difficultés que vous avez, faites que de 0 à 3. Listez toutes vos difficultés. Faites que de 0 à 3 et essayez de les réaliser vous-même. Si déjà vous n'arrivez pas à faire
la liste de 0 à 3, effectivement, il faut peut-être de l'aide. Je vais vous donner un exemple. Vous avez certaines personnes qui vous disent, à chaque fois que je rentre dans un magasin, je finis par sortir. Tout à fait. Tout à fait, c'est classique, je voulais venir. C'est classique. Tout à fait. Avec un article dont je n'ai pas besoin. Mais la vendeuse a été très gentille, je n'ai pas pu dire non. Et puis elle m'a dit que ça m'allait bien, je ne suis pas convaincue, mais je l'ai quand même pris. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la confiance en soi va justement se bâtir par des actes quotidiens. Ça veut dire se dire que quand on sort, on va se faire un challenge par jour, minimum. Et ça, c'est accessible à tous. Je veux dire, nous-mêmes au quotidien, quand par exemple on va dans un restaurant, on nous sert quelque chose qui ne nous plaît pas, et bien le dire clairement. Le dire que c'est une chose, on préfère que vous changiez le plat parce que voilà, il ne nous plaît pas. Donc déjà, c'est des actions comme ça. Ça peut être très difficile pour certaines personnes. Ça peut être très difficile, mais le fait de le fixer comme objectif quotidien, ça permet au fur et à mesure des challenges quotidiens, d'arriver au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, vraiment avec des choses très simples, d'avoir encore plus de confiance en soi. Et il y a aussi une autre... Mais il y a aussi peut-être la manière de le dire, pour ne pas entrer en confrontation avec l'autre. Bien sûr, c'est-à-dire que exprimer que ça ne nous plaît pas, sans engager, c'est-à-dire l'autre, en termes d'émotion ou en termes de respect de l'autre. C'est vraiment essentiel. Il y a aussi une autre chose, moi, avec laquelle je travaille beaucoup, en fait, en clientèle, c'est en fait une sorte de panier de bonheur. Alors, quand on manque de confiance en soi, parfois l'image de soi est perturbée. Donc, se dire que dans ce panier de bonheur, on va lister toutes les choses qu'on aime faire, toutes les choses qui nous font du bien. Faire du sport, aller voir, c'est-à-dire une amie, prendre un café par exemple, avec ses parents, voyager. Donc, ça va faire au total 30, 40 petits mots qu'on va mettre dans une sorte de petit panier. Et tous les jours, se dire d'en prendre un au hasard. Et donc, dans la journée, faire justement une chose qui nous plaît. Et c'est ça qui va aussi nourrir cette image de soi. Camélia, oui, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est encore une fois, ce sont des actions du quotidien. Se challenger sur du quotidien, comme j'ai dit, appeler quelqu'un avec qui on a des difficultés assez toxiques, rentrer dans un magasin avec le challenge de ne rien acheter, utiliser d'autres techniques comme celle du disque rayé en disant non merci, je ne vais rien acheter, si j'ai besoin de vous, effectivement, je ferai appel à vous. C'est quoi cette technique du disque rayé? Du disque rayé, répétez la même chose de manière plus fluide, mais répétez toujours la même chose. Non, je vous remercie, si j'ai besoin de vous, je ferai appel à vous. Non merci, si j'ai besoin de vous, je ferai appel à vous. Donc, encore une fois, se challenger avec des micro-victoires. Ce sont les micro-victoires qui vont nous permettre justement de diluer la peur et surtout le risque, qui sont justement les filtres de toute confiance en soi. Et s'outiller techniquement aussi par rapport à certaines situations, notamment professionnelles. Mais bien sûr, par le biais de formation, par le biais de coaching. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un éventail, un arsenal de formations qui nous permettent techniquement d'être beaucoup plus performants. Mesdames, merci beaucoup pour tout cet apport. Sur le plateau d'On se dit tout, Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, Mouna Srli, coach certifiée formatrice en soft skills. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour notre interview santé tout de suite. Le docteur Sarah Oudghiri, gastro-entérologue à Rabat, s'est installé en studio pour vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, le point avec vous aujourd'hui, docteur Oudghiri, sur l'hépatite C, les nouveautés thérapeutiques. Tout à fait. Et la qualité de vie des patients atteints d'hépatite C. D'abord, on va essayer de comprendre avec vous la particularité de cette hépatite par rapport à l'hépatite A et B. Alors, par rapport à l'hépatite A, surtout, ce qui fait la différence, c'est la chronicité. Dans 80% des cas, l'hépatite virale C évolue vers la chronicité et vers des lésions hépatiques qui vont vers la chronicité, contrairement à l'hépatite A qui n'évolue jamais vers la chronicité. C'est une hépatite aiguë qui est de passage et qui s'en va sans laisser de séquelles en général. L'hépatite B et l'hépatite C, quant à elles, peuvent évoluer vers la cirrhose du foie, ce qu'on appelle la cirrhose hépatique. Les deux. Les deux, tout à fait. Mais la plus fréquente, c'est l'hépatite C ou la plus, on va dire, virulente, c'est l'hépatite C? Voilà, c'est-à-dire que l'hépatite C évolue dans 80% des cas vers l'hépatite chronique et cirrhose du foie. Si elle n'est pas traitée? Si elle n'est pas traitée à temps. Si elle n'est pas traitée à temps. Tandis que l'hépatite B peut évoluer vers la guérison spontanée. C'est-à-dire que la personne peut guérir sans s'en rendre compte. Contrairement à l'hépatite C, où en général ça évolue vers la chronicité dans 80% des cas. D'accord. Alors, comment peut-on savoir si nous sommes atteints d'hépatite C? Est-ce qu'il y a des symptômes ou ça passe uniquement par une prise de sang? En général, ça passe inaperçu.
La personne est fatiguée, ressent une grande fatigue, ne sait pas pourquoi, c'est une fatigue chronique. Donc en général, ça passe inaperçu et le diagnostic se fait le plus souvent par dépistage. Donc un bilan sanguin, on dépiste, on cherche s'il n'y a pas le virus. Si on laisse les choses évoluer, à ce moment-là apparaissent des symptômes. Et en général, ce sont des symptômes qui correspondent au passage vers la cirrhose du foie et vers les décompensations de cette maladie. Donc peuvent apparaître une jaunisse, un ictère, donc une augmentation du volume de l'abdomen parce qu'il est plein de liquide. La personne peut se mettre à vomir du sang. Donc ça, ce sont les signes de la décompensation. C'est des signes très graves? C'est des signes qui montrent, un stade grave, voilà, qui montrent l'évolution de la maladie vers un stade assez avancé. Voilà, ça. Mais alors, pendant toute cette période-là, la personne, mis à part la fatigue, n'a pas d'autres symptômes? C'est une fatigue invalidante ou c'est une fatigue que l'on arrive à dépasser? C'est une fatigue, en général au réveil. La personne est déjà fatiguée au réveil. C'est une fatigue chronique qui ne passe pas. Et à ce moment-là, la motivation de la consultation, c'est justement pour faire le bilan, le point sur cette fatigue. Mais en général, les signes sont vraiment frustes. Il n'y a pas vraiment de signes qui orientent vers une hépatite C, du moins au stade de début, avant de passer à la cirrhose du foie et à ses décompensations. Et ça s'attrape comment? Alors, les principaux modes de transmission sont connus. Donc, la transmission par voie sanguine, donc le contact avec un sang contaminé. La transmission par voie sexuelle, parce qu'il faut savoir que l'hépatite C fait partie des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, il y a aussi la transmission de la mère à son enfant lors de la grossesse, qui est de l'ordre de 5%. Et dans quand même 20% des cas, on ne connaît pas vraiment le mode de transmission. C'est ça qui fait un petit peu la gravité des choses. Pourquoi? Pourquoi on ne connaît pas? Le mode de transmission est inconnu. Donc, il n'y a pas eu de contact particulier sanguin, il n'y a pas eu de relation sexuelle à risque. Donc, le mode est inconnu. Le mode de transmission n'est pas connu. Par rapport à la transmission sexuelle, c'est premier rapport. Si l'autre est porteur du virus, premier rapport, la personne risque de tomber malade? Ah oui, c'est possible. C'est un risque à 100%? Non, pas 100%, mais n'importe quelle relation sexuelle non protégée peut transmettre ce virus. Et bien sûr, les autres virus qui sont plus connus, comme le virus VIH, hépatite B aussi, c'est un virus sexuellement transmissible. Alors, une fois que l'hépatite C est dépistée, qu'est-ce que vous recherchez? Le stade de la maladie, le stade de l'infection? C'est ça, on recherche les dégâts occasionnés par ce virus. Est-ce que le foie est encore souple, entre guillemets, ou alors est-ce qu'il est fibrosé? Et s'il est fibrosé, à quel stade de fibrose il est? Est-ce qu'il est arrivé au stade de cirrhose ou non? Et est-ce que cette cirrhose est décompensée par les signes dont on a parlé précédemment ou non? Donc, mais en fonction du stade d'atteinte hépatique, on commence notre traitement. Et là, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des nouveaux traitements sur le marché mondial et marocain en particulier qui nous permettent une guérison à hauteur de 90-97%. Nous allons arriver au traitement justement dans quelques instants. Mais justement, par rapport au stade de la maladie, est-ce que c'est une maladie, une infection qui évolue vite ou qui évolue à bas bruit, lentement? Et en quelque sorte, est-ce que entre le moment où on a été infecté et les dégâts importants occasionnés sur l'organisme, est-ce qu'il y a beaucoup de temps? Oui. Il y a un laps de temps assez important. Comme vous l'avez dit, c'est une infection qui évolue à bas bruit, qui est insidieuse, mais qui évolue. Donc, c'est-à-dire l'évolution se fait lentement vers la fibrose du foie et vers la cirrhose du foie. Et c'est pour ça qu'il faut faire des tests, des échographies, des fois des endoscopies, des fibroscopies gastriques pour voir s'il n'y a pas eu des répercussions à l'extérieur du foie. Mais si je vous pose la question, c'est par rapport à ce premier symptôme de fatigue. Si, par exemple, la personne se sent fatiguée, regarde cette émission, se dit, bon, c'est vrai que moi, au réveil, ça fait un petit moment que je ne suis pas en forme. Se fait dépister et découvre qu'elle a une hépatite C. Est-ce qu'en général, après ce premier symptôme de la fatigue, c'est un stade avancé de la maladie ou ce sont ses prémices et elle n'a pas encore le temps de faire des dégâts sur l'organisme? On ne peut pas en juger, il n'y a pas de règle générale. Il y en a chez qui on découvre directement l'infection virale au stade de cirrhose. D'accord. Et il y en a chez qui, non, c'est un stade quand même précoce où la cirrhose n'a pas encore eu le temps de s'installer. Donc, entre la fatigue et le dépistage, il ne peut y avoir aucun symptôme. Très bien. Et donc, on ne peut pas juger de la maladie hépatique
Il n'y a pas de règle générale. C'est pour ça qu'il faut faire tous les bilans nécessaires. Régulièrement. Régulièrement, bien sûr. Oui, régulièrement. Alors, le traitement, c'est très important parce que c'est quand même une maladie qui fatigue beaucoup. Les anciens traitements, c'était des traitements type chimiothérapie. Oui, long, à peu près. C'était long, coûteux, fatigant, beaucoup d'effets secondaires. Tout à fait. Ils n'étaient pas prescrits à tout le monde. Il fallait être candidat à ce traitement. Il fallait pouvoir répondre à plusieurs critères pour pouvoir en bénéficier. Et le taux de guérison avoisinait les 50-60%. Avec un coût très élevé. Avec un coût très important. Là, on a réussi à diminuer le coût de 10 fois. Ça coûte 10 fois moins cher. Mais c'est quoi? C'est des génériques? Non. Ce sont des antiviraux directs. D'accord. Avant, ce n'était pas des antiviraux directs. Là, on agit directement sur le virus pour l'éradiquer. Donc, ce ne sont pas des génériques, ce sont d'autres molécules, un autre type de traitement qui se prend par voie orale. Donc, ce sont des comprimés, 2 comprimés par jour, pour une période de 3 à 6 mois maximum, avec très peu d'effets secondaires, voire presque pas d'effets secondaires. Parce qu'ils sont en direct, justement, ils ciblent le virus. Ils ciblent le virus et ils l'attaquent directement. Et ça peut être donné à tous les patients atteints d'hépatite virale C. Donc là, c'est la principale avancée, c'est que tous les patients peuvent, ou presque, peuvent être candidats à ce traitement. Ou presque, c'est-à-dire? Ou presque. C'est-à-dire s'ils ont une maladie autre que l'hépatite C qui engage leur pronostic vital, c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie limitée pour une raison ou pour une autre que l'hépatite C, à ce moment-là, on ne va pas commencer un traitement alors que le pronostic est engagé ailleurs. D'accord. C'est un traitement, vous dites, bien moins lourd que le précédent? Ah oui. Qui garantit une meilleure qualité de vie? Une qualité de vie extraordinaire. Ce sont des comprimés, donc il n'y a pas d'injection, il n'y a pas besoin de se rendre à l'hôpital toutes les semaines. Oui, parce ou quoi que ce soit. Le traitement d'avant, c'était des injections. Exactement, voilà. Qui avait de lourdes répercussions. Donc, il fallait gérer ça parfois en milieu hospitalier. Là, cette fois-ci, ce sont des comprimés, pas beaucoup de comprimés par jour, 2 comprimés par jour, à prendre régulièrement pendant 3 à 6 mois, et avec très peu d'effets secondaires, parfois des petits maux de tête, etc., mais pas grand-chose. Donc, il faut juste voir s'il n'y a pas d'autres prises médicamenteuses pour voir s'il n'y a pas d'interaction entre le médicament qu'on prend et les précédents qui étaient pris. Mais en général, tous les patients le prennent sans aucun problème. Alors, une fois qu'on est traité, est-ce qu'on a carrément éradiqué le virus de son organisme et donc nous ne sommes plus porteurs et nous ne le transmettrons pas? Exactement, voilà. Dans 90 à 97% des cas, nous allons éradiquer le virus du corps. Il va plus se multiplier, il sera éradiqué et donc on ne peut plus le transmettre à d'autres personnes de notre entourage notamment. Mais il faut faire attention, ce traitement, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas parce qu'on a guéri de notre hépatite C qu'on ne peut pas être réinfesté par un autre type de virus. Parce qu'il faut savoir qu'il existe plus de 80 types de virus d'hépatite C. D'accord. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas se recontaminer par exemple, aussi d'autres relations sexuelles à risque. Ce n'est pas parce qu'on a pris un traitement une fois dans notre vie pour l'hépatite C qu'on ne peut pas être recontaminé par un autre virus. Tout à fait. Ce n'est pas un vaccin. Donc oui, le virus ne se multiplie pas dans notre corps, mais on n'a pas une immunité acquise vis-à-vis d'autres virus qui circulent encore dans l'environnement. Est-ce qu'on va vers un vaccin ? Non, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, non du tout. C'est un traitement du virus propre qui se multiplie dans le corps de la personne infectée. Il y a une stratégie derrière, éradiquer le virus complètement ? Ah oui, c'est ça le but. Le but, c'est d'éradiquer le virus en 2025. Parce que là, on peut espérer éradiquer le virus en 2025 vu le fort taux de guérison qu'on a. Ce sont les recommandations de l'OMS ? Tout à fait, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Dr Salal Oudriri. Vous êtes gastro-entérologue à Rabat. Au plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne en régie, à Rabat et à Tanger. À très vite sur Médien TV, sur les ondes de Médien Radio. Au revoir.